Bonjour, bonjour à vous tous et toutes. Merci d'être là. Avant de commencer, rapidement, un peu d'auto-publicité. Si le sujet du séminaire vous intéresse, normalement ce livre devrait vous intéresser aussi. Je le fais circuler en avant-première, il sort la semaine prochaine. C'est un ouvrage collectif que j'ai dirigé avec des contributions en partie de ce séminaire, en partie d'un colloque que j'avais organisé il y a 1 an et demi, et en partie avec d'autres contributions également. C'est vraiment le même champ de recherche, le même type de sujet que dans ce séminaire. Donc voilà, je le fais circuler, je vous laisse regarder. J'en viens à la présentation d'aujourd'hui. Donc Tristan Garcia est écrivain et jusqu'à récemment maître de conférences en philosophie à l'université Jean Moulin Lyon 3 et à présent prof de littérature aux Beaux-Arts de Paris. Il est spécialiste d'esthétique, de métaphysique, de philosophie française contemporaine, bien sûr aussi de littérature. Son œuvre littéraire comprend entre autres La meilleure part des hommes, chez Gallimard en 2008, qui avait obtenu le prix de Flore. Le recueil de romans 7, chez Gallimard également en 2015, plusieurs fois primé aussi. Ou encore la trilogie Histoire de la souffrance, dont les 2 premiers volumes ont paru en 2019 et 2023, et le 3e paraîtra bientôt. Ses travaux universitaires philosophiques comprennent notamment Forme et objet, un traité des choses, au PUF, en 2011, ou encore Laisser être et rendre puissant, au PUF également, en 2023. Son intervention d'aujourd'hui s'intitule « Raconter, juger, sauver ». Merci beaucoup Tristan d'avoir accepté l'invitation, et nous t'écoutons. Merci beaucoup David, merci pour cette invitation. Je ne sais pas si je ferme la porte ou oui. Comme vous voulez, pour vous peut-être pas déranger. Alors merci donc pour cette invitation David, et je propose une intervention aujourd'hui dont j'espère qu'elle sera suffisamment structurée mais qui est un petit peu exploratoire, où j'aimerais essayer de mettre certaines de mes idées au clair en espérant qu'elles rencontrent les tiennes et les préoccupations qui sont les vôtres dans ce séminaire. Alors pour commencer, j'aimerais très brièvement partir d'un point de vue qui est celui d'un écrivain de fiction. Et comme il se trouve que j'écris des fictions, je vais abandonner assez vite ce point de vue-là, mais voilà, comme point d'accroche, j'aimerais partir d'un sentiment qui a toujours été le mien en écrivant des fictions, en particulier des romans, qui a un certain tourment à faire avec des vies que pourtant j'invente moi-même. De leur imposer notamment de la souffrance, du mal, d'inventer des personnages pour leur faire traverser des épreuves, pour les tuer régulièrement, et un malaise que j'ai toujours éprouvé, aucun sentiment, aucun plaisir masochiste, ou plutôt sadique ici, aucun plaisir sadique à le faire, de me retrouver dans la position de quelqu'un qui, nommant, concevant des êtres, de tous les âges, de toutes les périodes, de toutes les espèces, qui peuvent être des êtres humains ou des animaux, concevant des personnages, d'avoir sans cesse à les juger, de me retrouver dans la position éventuellement de devoir les sauver, et voilà, le fait d'avoir toujours ressenti un certain malaise à devoir me mettre en tant qu'écrivain de fiction dans la position d'une sorte de petit dieu ou de petit créateur, se rapportant à des créatures qu'il est censé, comme tout dieu, plus ou moins, nommer, créer, décider de leur destin et, dans la mesure du possible, aimer. Ça rejoint aussi mon expérience de lecteur, plus généralement, et un certain malaise que j'ai aussi dans ma vie de lecteur à devoir évaluer mon degré de croyance dans les fictions auxquelles je me rapporte comme lecteur, ce qui est une chose, mais aussi et surtout devoir me retrouver régulièrement, je suis bien dans des romans psychologiques européens, en lisant des mythes, des légendes, des contes, des fables, toute une variété de genres littéraires, devoir régulièrement juger de vies qui me sont racontées, qui me sont présentées, devoir évaluer le sens des actes d'autres que moi, et en l'occurrence de personnages de fiction, devoir croire à leur existence, les juger et être appelé régulièrement à les sauver, c'est-à-dire à garder dans ma mémoire quelque chose du sens de leurs actes. Je le précise aussi, puisqu'il va être question de religiosité ou de foi, je dis tout ça en étant résolument un esprit non-croyant, qui n'a jamais eu de foi religieuse, ni même de tentation de la foi, donc je le précise aussi dans la discussion à venir. Il est possible que foi désigne pour moi quelque chose d'un peu abstrait sur lequel je peux me tromper. J'ai néanmoins l'impression, dont j'aimerais partir pour
la proposition de construction théorique d'aujourd'hui, d'une sorte d'analogie brumeuse qui m'a toujours un peu gêné et que j'aimerais affronter aujourd'hui avec vous, entre la littérature ou l'écriture ou la fiction. J'essaierai d'être le plus précis possible là-dessus, parce qu'il s'agit de littérature, d'écriture, de fiction. Mais en tout cas, d'une analogie brumeuse entre cela d'un côté et de l'autre côté des formes de pensée, des attitudes, des expériences qu'on pourrait qualifier de religieuses. Je précise donc que tout ça est exploratoire et je vais essayer, pour mettre mes idées au clair, de vous présenter une sorte de modèle par lequel j'aimerais essayer de distinguer le plus possible ce qui, dans la littérature, dans l'écriture ou dans la fiction, relève de certaines catégories, de certaines structures de pensée, d'expérience ou d'attitudes existentielles qu'on pourrait désigner comme religieuses, et de savoir s'il y a une origine commune, en gros, entre quelque chose, disons, de l'esprit religieux et quelque chose de la littérature ou de la production de fiction narrative. J'aimerais pour cela qu'on parte de deux hypothèses, qui sont deux hypothèses modernes, pour que vous ayez une idée d'une sorte de théâtre mental que je peux me faire à ce sujet, qui sont deux hypothèses que j'aimerais rejeter. La première, on va l'appeler l'hypothèse de Lukács. C'est une hypothèse, disons, moderne, moderniste, qui consiste au fond, si on la vulgarise, à poser que, alors non pas la littérature, mais le roman en particulier, se serait constitué en Europe occidentale contre l'esprit religieux. Donc d'une rupture, vous voyez. On trouve dans la théorie du roman de Lukács une formule qui est restée célèbre. Le roman, c'est l'épopée d'un monde sans Dieu. Pour résumer ainsi l'intuition de Lukács, à ce point-là de début de la théorie du roman, lorsque s'évapore ce qui lui semble être l'immanence du sens de la vie, qui était maintenue pour lui, par exemple, dans la cité grecque, dans la cosmologie grecque, mais aussi dans la structure du monde médiéval, c'est-à-dire lorsque s'évanouit la signification de tout ce que nous faisons, l'épopée, dit-il, n'est plus la forme littéraire adéquate au monde humain. Et il décide, c'est une désignation qui a beaucoup fait parler, et qui à mon avis est intenable, de désigner comme épopée, au fond, tout récit humain qui engage une sorte d'agentivité des dieux, des divinités. C'est pas simplement qu'il y a des dieux, mais c'est les dieux qui sont les sujets du destin, qui font le destin. Et donc ce sont les dieux qui décident en fait du récit qui est imposé aux hommes, qui suivent plus ou moins, en se révoltant, en faisant comme ils peuvent, le chemin tracé par les dieux. Lorsque les dieux se retirent, dans le récit moderniste de Lukács, eh bien, Lukács y insiste plusieurs fois, lorsque les dieux se retirent, ils deviennent des démons. C'est-à-dire qu'ils deviennent des sortes de souvenirs de divinité, d'instances religieuses, qui restent dans l'esprit des hommes, en l'absence de Dieu, d'existence de Dieu. Et c'est pourquoi, du point de vue de Lukács, la psychologie du roman est fondamentalement démonique. On peut penser à Dostoïevski, je sais pas, à Lermontov, à Conrad, mais aussi plus récemment, le démonique est très présent chez des auteurs comme Cormac McCarthy, par exemple, ou même, je dirais, Patricia Highsmith, par exemple. On voit bien ici du roman démonique. La vie des personnages dépend désormais, dans la modernité, de la seule ironie de l'écrivain, dira Lukács, car la vie ne peut pas avoir de signification par elle-même dans, Lukács, ce monde abandonné de Dieu, qui se dévoile tout à coup comme privé de substance. Ce monde-là, c'est le monde du roman. Et d'un roman, insistons-y, qui est strictement le roman européen moderne, qui commence grossièrement avec Don Quichotte et qui se réalise dans le roman psychologique bourgeois, allemand, français, russe. Parce que le roman serait la mise en scène de la perte du fondement, de la raison des êtres et des actes, le genre du roman, dans l'hypothèse Lukács, serait consubstantiel à la sécularisation du monde. Le roman, ce serait l'expression, simplement, esthétique et existentielle d'un monde sécularisé, d'un monde sans Dieu, où l'attitude religieuse n'est plus possible. L'idée est simple, les dieux se retirent, le monde devient séculier, et le roman est désormais la seule forme, qualifiée de dissonante, d'ironique, qui serait à même de ressaisir un monde acosmique, qui ne forme plus du tout un tout organisé, gouvernable. Il ne reste que nous, des hommes, des êtres parlants. Il n'y a pas d'autre fond, pas d'autre fin à nos vies qu'on essaie de raconter. Les romanciers modernes tentent donc de recréer un ensemble caché de la vie, mais qui ne serait plus soutenu par aucune divinité que ce soit, qui n'aurait plus de sens par lui-même. Première hypothèse, je vais mettre de côté, hypothèse moderniste, lukácienne, la littérature en général et le roman en particulier s'est constitué contre l'esprit religieux. Épopée d'un monde sans Dieu. Deuxième hypothèse, que je vais appeler l'hypothèse Mauriac-Sartre. Repartons de l'intervention dont vous vous souvenez peut-être, si vous avez des souvenirs de ce qui était un classique de la réflexion un peu scolaire sur la littérature, qui était la polémique entre Sartre et Mauriac à propos de la liberté des personnages.
un bon exemple d'utilisation, me semble-t-il, de la forme même du roman comme une scène symbolique d'affrontement entre des visions religieuses et irreligieuses du monde. À l'époque, dans un article des temps modernes, parce qu'il lui reproche son usage du point de vue, Sartre se met à comparer le romancier qui est Mauriac à Dieu. Parce que, écrit-il, il n'y a que Dieu, en fait il peut parler ici évidemment du Dieu chrétien, il n'y a que Dieu qui voit le dedans et le dehors, le fond des âmes et les corps, tout l'univers à la fois. De la même façon, M. Mauriac a l'omniscience pour tout ce qui touche à son petit monde, dit Sartre de manière assez condescendante. Et Sartre lâche de manière impitoyable à la fin, M. Mauriac a choisi la toute connaissance et la toute puissance divine. Mais Dieu n'est pas un artiste, M. Mauriac non plus. Donc, un article très méchant de Sartre, qui le regrettera d'ailleurs plus tard. On voit bien que dans la construction sartrienne, tout point de vue romanesque omniscient, un narrateur omniscient, serait en fait un analogue de l'omniscience divine. Donc il y aurait un lien entre la structure narratologique, l'omniscience du narrateur, et l'omniscience divine, voilà, un point de théologie. Même un auteur athée, dit Sartre, qui ferait usage de cette forme, se prendrait en fait pour Dieu, ce que je vous disais au départ, et reconduirait sans le vouloir des catégories religieuses de pensée. Ce qu'introduit Sartre, c'est l'idée selon laquelle on peut être religieux malgré soi dans la narration, en empruntant une structure qui s'avère être religieuse, même si on n'a pas l'impression soi-même de l'être. Mais un peu plus tard, en 1960, Sartre n'est plus aussi affirmatif. Dans un entretien, il écrit « En fait, je m'en veux, parce que je me suis aperçu que toutes les méthodes sont des trucages, y compris les méthodes américaines. » Il parle ici sans doute du behaviorisme, qui l'a beaucoup marqué comme écrivain, ou sur le modèle des romans policiers, ou sur le modèle surtout de Dos Passos, il se met à adopter l'idée, la boîte noire. Il est behavioriste, c'est-à-dire l'idée qu'il va décrire un personnage qui n'a pas d'intériorité, mais simplement ses actes, des impulsions, et des réactions de la part du personnage. Donc, en faisant ça, pense-t-il, il adopterait, vous voyez, un point de vue romanesque irreligieux, puisqu'il ne présupposerait pas d'âme, il ne présupposerait pas qu'il est capable, comme Dieu, de lire les cœurs et les reins. Il se contenterait de regarder simplement la surface du monde, les actes. Et il s'aperçoit que cela aussi, dit-il, est un trucage. On s'arrange toujours pour dire ce que l'on pense au lecteur, et l'auteur est toujours présent, comme un petit Dieu, écrit Sartre. Le problème rencontré par Sartre est peut-être le suivant. Il croyait, un peu naïvement, qu'éliminer le point de vue omniscient du très catholique Mauriac lui permettrait d'éliminer tout point de vue religieux dans le roman. Mais il s'aperçoit que le religieux n'est pas simplement lié au point de vue surplombant qu'il imagine être celui du Dieu chrétien. En finir avec la perspective de Dieu, c'est donc pas juste renoncer au point de vue omniscient dans le roman, ce serait bien trop simple. Il y a en fait, découvre Sartre, ou redécouvre Sartre, du religieux ancré bien plus profondément dans la forme du récit romanesque, dans tout mode d'animation des personnages. Je vous propose de garder ça en tête, vous voyez, c'est-à-dire l'hypothèse Lukács, l'hypothèse moderniste, un peu le roman qui représente la pointe un peu de l'histoire de la littérature. Le roman est fondamentalement irreligieux, c'est l'épopée d'un monde sans Dieu, il rompt en fait avec le religieux, il est en fait l'expression esthétique du doute, de la remise en cause d'une certitude de la foi, etc. Et l'hypothèse Mauriac-Sartre, en fait, le roman a toujours quelque chose de religieux, quoi qu'on fasse. Alors, de quelle catégorie faut-il qu'on parle ici, quand on parle de catégorie religieuse? L'idée de présence d'un dieu, ou de divinité, d'esprit invisible, d'âme, ou la simple distinction, comme chez Durkheim, entre deux sphères ontologiques, le profane et le sacré. Il faut entendre une forme de croyance, de foi, une attitude existentielle, morale, ou des structures de pensée. En particulier, je vais y insister petit à petit aujourd'hui, me semble-t-il, la recherche d'un salut ou d'une libération, d'une délivrance, en un sens pour l'instant très vague. J'aimerais reformuler la question de la manière suivante, pour essayer d'être clair. Est-ce qu'il existe un lien entre la fiction en général, et ou l'écriture, et ou la littérature, et ou le récit, je vais essayer d'être précis, et un certain nombre de catégories religieuses, dont le salut, peut-être l'existence d'entités invisibles, âme, divinité, et une attitude existentielle qui serait la foi. En filigrane, j'aimerais me demander si ce lien-là peut être rompu, s'il est possible, s'il est souhaitable de raconter, sans vouloir juger, ni sauver, ni croire, et inversement, si l'on peut jamais croire à une sorte de salut, ou être dans une sorte de foi, sans que cela prenne forme de récit. Je parle ici de littérature, mais beaucoup de notions s'y nouent, et c'est ça qui va donner le plan que je vous propose. J'aimerais partir d'un nœud entre écriture, littérature, fiction, récit. De manière vague, je me demande, est-ce qu'il y a des catégories religieuses qui structurent tout ça? Mais tout ça quoi?
Je propose donc d'essayer de dénouer ce nœud, de commencer par l'écriture, dans le nœud, puis la littérature, écrite et orale, puis enfin, dans un troisième moment, la fiction, et deux aspects de la fiction, les personnages d'abord et la narration ensuite. Donc pour le dénouer, partir de l'écriture, qu'est-ce que ça a de religieux, puis de la littérature, écrite et orale, puis enfin de la fiction, et en particulier des notions de personnage, des notions de narration. Alors pour commencer, en première partie, je vous propose de repartir de l'idée même d'écriture, et de voir dans l'écriture une puissance, qui est une puissance sociale, humaine, et d'essayer de la resituer pour comprendre, dans l'état actuel de la recherche, ses liens avec un certain nombre de catégories religieuses. Pour cela, je vous propose qu'on s'appuie rapidement sur des choses qui moi m'ont beaucoup passionné ces dernières années, qui est l'extrême, disons la vivacité des débats depuis une vingtaine d'années autour de nouveau des origines de l'écriture. En particulier, je vais m'appuyer sur trois grandes penseuses ou penseurs qui représentent trois options théoriques possibles pour essayer de caractériser ce que c'est que l'écriture, comment ça a commencé, la puissance sociale de l'écriture et en particulier son lien avec la religion. La première, c'est Anne-Marie Christin, qui est morte récemment, très grande historienne de l'écriture, autrice de la déraison graphique, mais aussi du grand dictionnaire de l'écriture, et qui, sur 25 ans à peu près, a dominé le champ de la recherche française sur la définition et l'origine de l'écriture. Christin tenant une définition qu'on va qualifier de plutôt religieuse ou plutôt divinatoire ou oraculaire des origines de l'écriture. La deuxième, c'est Schmant-Becerra, Denise Schmant-Becerra, ça s'écrit S-C-H-M-A-N-D-T-B-E-2-S-E-R-A-T, qui tient ce qu'on appelle l'hypothèse comptable dans l'origine de l'écriture, qui a beaucoup écrit sur les bulles enveloppes à Sumer. Et le troisième, c'est Jean-Jacques Glasner, qui est l'auteur de ce très beau livre qui s'appelle « Écrire à Sumer », qu'on va utiliser. Le point commun, en tout cas, à toute cette recherche contemporaine, qui renaît à peu près dans les années 90 sur l'écriture, c'est d'adopter une conception, à laquelle je suis très attaché, qui est une conception multifoyer des origines de l'écriture. C'est-à-dire de concevoir que l'écriture est quelque chose d'abord qui est apparu plusieurs fois à la surface du globe, dans des contextes qui sont en général qualifiés, par Christin par exemple, ou par Glasner, de comparables mais non pas semblables. Ces contextes comparables étant en général le développement d'empires, de formes impériales, relativement centralisées, que ce soit dans le delta, disons, dans le bassin fertile du Nil, plutôt vers 2900-2800 avant Jésus-Christ, ou un peu avant, du côté des Sumériens et des Akkadiens, dans le bassin fertile du Tigre et de l'Euphrate, vers 3005-3004 avant Jésus-Christ, mais aussi en Chine, dans le bassin fertile cette fois du Wang-He, quelque part vers 2500 avant Jésus-Christ, les premières marques de proto-écriture, et de manière plus hypothétique dans la péninsule du Yucatan, on ne sait pas très bien quand, peut-être à partir de moins 1200, probablement dans la vallée de l'Indus aussi, à peu près la même période. Donc le premier point, c'est que toutes ces conceptions de l'écriture nous ramènent à une écriture qui ne va pas être opposée frontalement à l'oral, va être réinscrite par toutes ces théoriciennes et ces théoriciens dans les cultures graphiques. C'est toujours le mantra quasiment d'Anne-Marie Christin. Il faut réinscrire l'écriture dans les cultures graphiques, c'est-à-dire l'écriture, ce n'est pas un acte d'abstraction qui s'oppose au dessin, qui s'oppose aux signes ressemblants. Le signe conventionnel ne s'oppose pas au signe qui ressemble. L'écriture, c'est un geste, c'est un ensemble de techniques, de gestes, d'inscription, d'engravage, qui sont liés à des supports. On a beaucoup étudié les supports qu'elle appelle les supports neutralisés, aussi bien pariétales que les tablettes, les écrans, etc. Et donc, toutes ces autrices et tous ces auteurs réinsèrent l'écriture dans les cultures graphiques et produisent une histoire multifoyer de l'écriture, avec un ensemble, non pas des origines, mais des foyers de formation de l'écriture comme geste et comme technique, qui serait né, sans lien possible, puisque l'état actuel des recherches, c'est qu'il n'y a pas de lien entre la production des premiers hiéroglyphes vers moins 2009 et l'écriture sumérienne récupérée par les Akkadiens en 3005-3004. Une histoire qui est non linéaire, qui est multifoyer, multilinéaire, qui est non cumulative. Toutes les recherches, par exemple,
Glasner y insiste, mais d'autres aussi. C'est pas une histoire qui est orientée, où vous auriez un passage à l'alphabet qui serait un passage nécessaire, hein, qui aurait été raté par certaines écritures. Hein. Il n'y a pas des stades comme chez Rousseau, vous voyez, vous retrouverez aussi de conception de stades que vous retrouvez chez Saussure, par exemple, ou chez Peirce. Ce n'est pas des stades comme ça d'évolution nécessaire de l'écriture. Donc une évolution non linéaire, non cumulative, sans fin prédonnée, une conception non autoritaire, non hiérarchisée de la formation de l'écriture. La première hypothèse, c'est celle de Christin. La grande intuition de Christin, donc je l'ai dit, c'est de réintroduire l'écriture dans des formes graphiques. Sa deuxième grande intuition, c'est de dire, c'est une très belle idée, je trouve, c'est de dire que les hommes ont lu avant d'écrire. Donc, Christin a cherché toute sa vie à essayer de montrer que la lecture primait sur l'écriture. C'est-à-dire que les hommes, les êtres humains, ont écrit parce qu'ils lisaient, et ils lisaient la nature. Qu'est-ce qu'ils ont lu ? Voilà, Christin a mis du temps à formuler, au début des années 2000, l'idée selon laquelle, ce qu'elle appelle le premier écran de lecture, c'est le ciel étoilé. Donc, elle voit un lien profond entre la divination, un mode oraculaire qu'on va retrouver dans tout un tas, aussi bien l'oniromancie que l'étude des rêves, aussi bien que l'étude du ciel étoilé et l'astrologie mésopotamienne, égyptienne, mais aussi qu'on va retrouver chez des peuples précolombiens, avant les Aztèques ou avant les Mayas, où des êtres humains auraient commencé à se figurer le ciel comme un écran, ça veut dire à produire une image du ciel qui serait une image qu'elle appelle écranisée, c'est-à-dire produire un effet de surface, sur lequel des inscriptions qui sont les étoiles vont venir dessiner quoi ? Des constellations. Ça va être tout le concept chez Christin d'intervalle. On va dire il faut un écran, il faut des intervalles pour lire. Les intervalles, ça va être le fait de moduler dans la perception, le fait de voir un espace entre deux étoiles, soit comme un espace suffisamment rapproché pour qu'on dessine une ligne, hein, vous voyez, une ligne invisible, qui nous permet de dessiner une forme de la constellation, d'Orion, etc., des Gémeaux, soit suffisamment séparé pour qu'on suppose qu'il y a un vide et non pas une ligne. C'est-à-dire on va interpréter l'intervalle comme un intervalle en plein ou en creux. À ce propos, Christin va utiliser de la Gestalt théorie, fond ou forme, etc. Donc l'hypothèse de Christin, c'est que, les êtres humains commencent par lire avant d'écrire, et qu'ils vont écrire pour imiter l'écriture de la nature, et l'écriture du ciel étoilé. Que donc la fonction première de l'écriture, c'est important, c'est la fonction oraculaire et divinatoire. Elle le dit, l'écriture était une activité graphique qui est là pour imiter une lecture naturelle des éléments, en particulier du ciel étoilé, qui a pour but de communiquer avec le monde invisible, les morts, les ancêtres, les divinités, que donc la formation de l'écriture est fondamentalement religieuse pour elle, mais liée à une fonction du religieux qui est la fonction oraculaire. Et que l'écriture est en continuité avec le fait d'interpréter des signes, et d'interpréter des signes qui sont cloutés, qui sont des inscriptions lumineuses sur le ciel étoilé. L'idée de Christin, c'est qu'ensuite, au fond, le passage à l'écriture, ça va être un ensemble dans l'histoire des techniques, ça va être la maîtrise progressive de techniques par des êtres humains, en Mésopotamie ou en Égypte, pour écraniser, c'est-à-dire pour traiter, comme le ciel, des surfaces, des murs, des tablettes en argile, et la maîtrise en fait de la cuisson de l'argile va permettre de produire des surfaces de plus en plus lisses, de plus en plus neutres, qui vont permettre d'en faire comme un ciel, sur lequel il va être possible de venir inscrire des systèmes d'intervalles. Ces systèmes d'intervalles cloutés, c'est l'écriture cunéiforme. Ce qui fait que Christin, évidemment, va être particulièrement attentive aux écrans, c'est-à-dire aux tablettes. Aussi bien par exemple en Chine antique, il y a dans la Chine classique un conflit d'origine de l'écriture entre ce qu'on appelle l'écriture os-écaille, qui est une écriture en effet divinatoire, qui se faisait sur des écailles de tortue, ou sur des os, des ossements qui étaient en général des os de bœuf, des omoplates de bœuf. Et donc elle est très attentive à ça parce qu'elle y voit une surface écranisée, c'est-à-dire à partir du moment où vous voyez, l'écaille de tortue va être utilisée, en fait elle était brûlée à la flamme, et le devin en fait brûlé par le verso, l'écaille de tortue, et des petites anfractuosités étaient s'augmenter, se séparer, et on posait une question aux dieux. Pour Christin, c'est la première forme d'écriture, les premiers caractères chinois apparaissent avec ça. On pose une question aux dieux, le grand empereur Huangdi doit attaquer son ennemi, faut-il qu'il envoie en premier l'aile gauche de son armée? Donc c'est toujours des questions fermées, et c'est toujours un dilemme, et donc évidemment on chauffe à la flamme, ça s'écarte, est-ce que ça s'écarte plus vers la gauche ou plus vers la droite? Ensuite, au verso, un système de signes très rudimentaire va être inscrit pour indiquer la question, le dieu à laquelle est adressée la question, la date de la question, et je trouve toujours ça drôle, est-ce que ça a marché ou pas? J'ai rajouté petit à petit. Est-ce que du coup la prédiction était crédible? Non, en fait, il fallait pas envoyer l'aile gauche, Huangdi s'est fait ramasser, c'était pas du tout ça qu'il fallait faire.
Donc il ne faut plus interroger le Dieu là-dessus. C'est pas donc, par exemple, forcément, Christin, elle va mettre en scène un rapport à l'écriture qui est très religieux, très oraculaire, très lié aux écrans, très lié à la divination. Elle va insister sur le fait que l'écriture consiste non pas à représenter la parole, elle déteste ça, elle déteste Saussure. L'écriture, c'est pas la copie de la parole. Elle dit sans cesse l'écriture n'a rien à voir avec la parole. C'est un système de sens qui est totalement parallèle à la parole. On n'a pas écrit pour déposer la parole et pour l'inscrire. Ça n'a rien à voir. Donc elle rompt complètement avec ça. Elle dit c'est un système graphique de production de sens qui est lié à la divination, qui est oraculaire et surtout qui est maîtrisé par une classe particulière. Les prêtres, les devins, et donc qui d'emblée est un pouvoir social. Ce pouvoir social fait qu'elle va aussi négliger d'autres formes. Par exemple, ça lui a été reproché, parce que dans l'écriture chinoise, en même temps que vous avez l'écriture os et caille, vous avez l'écriture dite bronze. L'écriture bronze, c'est sur des jarres en bronze, sur lesquelles étaient notées régulièrement des quantités, qui étaient probablement des quantités de ce qui était donné à la divinité, en sacrifice, ou voilà, qui devait être brûlé, vous voyez, forme d'encens, etc. Cette hypothèse-là, c'est l'hypothèse Schwann-Becerra, la deuxième. Schwann-Becerra, c'est celle qui va insister pour, au contraire, pourrait-on dire, désacraliser fondamentalement la formation de l'écriture. Schwann-Becerra, elle ne s'intéresse pas aux tablettes, elle ne s'intéresse pas aux écrans. La grande découverte archéologique de Schwann-Becerra, c'est les bulles enveloppes. Le deuxième récit alternatif de l'écriture chez Schwann-Becerra, c'est l'idée selon laquelle, en particulier à Sumer, mais on trouverait l'équivalent en Égypte, au début de la création de l'écriture hiéroglyphique, ce qu'on aurait eu, c'est des bulles enveloppes, ça veut dire des contenants, des petits contenants en argile, souples puis cuits, dans lesquels on glissait des jetons. Pourquoi ? Pour le commerce, pour l'échange, et en particulier des jetons qui permettaient de compter des bêtes, le bétail. Et Schwann-Becerra y insiste, à ce moment-là, vous n'avez pas de système de compte unifié. C'est-à-dire qu'un jeton va représenter, par exemple, 5 bovins, mais un autre jeton va représenter 10 ovins, ou un autre jeton va représenter 10 boisseaux de blé. Vous n'avez pas d'arithmétique unifiée. Néanmoins, vous avez des jetons qui représentent des quantités. Ces quantités, c'est important, ça veut dire que l'écriture, elle commence avec le compte marchand, c'est une écriture marchande et non plus du tout religieuse, et elle commence avec le compte et la contractualisation. C'est-à-dire qu'elle est là pour dire, au début de l'hiver, je t'ai donné un troupeau de 25 bovins, je mets 5 jetons, ensuite on scelle, en fait, c'est ça le contrat. Le contrat scelle la bulle enveloppe, et à la fin, au printemps, on casse la bulle enveloppe, et on regarde, il y avait combien de jetons déjà ? Ah mais non, mais en fait, tu as oublié un bovin, c'est pas du tout... etc. L'idée, le récit de Schwann-Becerra, c'est qu'au bout d'un moment, c'était un peu compliqué, et que les bulles enveloppes ont eu tendance, sur une centaine d'années, à s'aplatir. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, avant de mettre les jetons dans l'argile fraîche, on a fait des encoches avec la forme des jetons, et que ces encoches étaient là pour dire, bon, dans cette bulle enveloppe, vous voyez, il y a 5 jetons, ou il y en a 6, etc., qui correspondent à ça. Que petit à petit, on n'a plus besoin du contenant, on a gardé juste la surface. Ça s'est effectivement écranisé, c'est devenu la tablette, et sur cette tablette, on a indiqué quoi ? Des quantités contractualisées. C'est un récit beaucoup plus prosaïque, vous voyez, de la puissance de l'écriture. Le récit de Schwann-Becerra, c'est un récit où l'écriture, c'est un système de sens qui n'a encore une fois rien à voir avec la parole, c'est pas lié du tout au langage ni à la parole, mais qui est lié à l'arithmétique, au compte et au droit, à la contractualisation des échanges marchands dans le contexte d'empires relativement centralisés, qui se constituent avec des grandes quantités d'échanges de bétail, d'échanges de quantités de céréales. Et puis il y a une troisième hypothèse, c'est l'hypothèse Glassner, qui est un peu une sorte d'hypothèse de tierce hypothèse ou d'hypothèse intermédiaire. L'hypothèse de Glassner, c'est que vous voyez, Schwann-Becerra, ce qu'elle voit comme étant l'écriture originaire à chaque fois, c'est les bulles enveloppes, c'est des marques de compte. Ce qui m'intéresse, c'est l'idée qu'on a écrit d'abord pour compter. Alors que ce qui intéresse Christin, c'est qu'on a d'abord écrit pour interroger des puissances invisibles. On a d'abord écrit dans des pratiques particulières religieuses qui sont des pratiques oraculaires. L'hypothèse de Glassner, c'est que ce qui vient en premier, c'est pas les écrans, c'est pas les bulles enveloppes. Ce qui vient en premier, il s'intéresse au contenu. En fait, Glassner se dit en Chine, au Yucatan, dans le bassin du Nil ou en Mésopotamie, qu'est-ce qu'on a en premier ? Qu'est-ce que les hommes ont écrit en premier quand ils ont écrit ? Son idée, c'est qu'en premier, on a fait des listes. On a fait des listes, des tableaux et des formules. Son hypothèse, c'est que donc l'être humain a commencé à écrire pour classer. C'est une hypothèse qui n'est plus tout à fait religieuse, ou plus tout à fait comptable, mais plutôt épistémique. On a commencé à écrire pour organiser l'environnement, pour nommer, pour répertorier l'environnement. Ce qui est un peu compatible avec le conte et ce qui est un peu compatible avec l'oraculaire aussi. Donc il pense que les premiers textes sont des aides-mémoires.
une fonction mémotechnique, pour se souvenir, mais en même temps sont déjà des formes de transformation de la perception. Ce sont des listes par lesquelles on va nommer, on va organiser, puis petit à petit les listes vont devenir des tableaux à double entrée, on va créer des premiers systèmes de monde. Donc la première forme d'écriture, c'est une forme proto-encyclopédique, qui vise à répertorier des êtres, les nommer, et commencer à faire des classes d'êtres, en fait. C'est ce qui va beaucoup être utilisé par quelqu'un comme Jack Goody, par exemple, dans la logique de l'écriture, qui va voir dans l'écriture une forme de transformation, d'opération de transformation de notre cognition, de notre perception. Et notamment, Goody s'intéresse aussi beaucoup aux tableaux, aux listes, qui va durcir un peu l'épistémé humaine en produisant une certaine sensibilité à la généralité, à la classification, à la mise en ordre des choses. On se retrouve donc avec aujourd'hui 3 conceptions de ce qui importe d'abord dans l'écriture. Une hypothèse apparemment plutôt religieuse ou oraculaire, l'écran, la divination, la matérialisation du ciel étoilé sous la forme de tablettes d'argile. Une hypothèse prosaïque, comptable, comptée, contractualisée, décidément tournée vers la société humaine, et pas vers les puissances invisibles. Et une hypothèse épistémique et cognitive, lister, faire des tableaux, faire des formules, nommer, classer. Évidemment, suivant le type de récit d'origine de l'écriture qu'on se raconte une toute autre puissance de l'écriture. Ça a évidemment un effet sur ce qu'on pense être les effets de l'écriture sur notre perception et sur la société. Ce qui est commun néanmoins à toutes ces hypothèses, c'est qu'elles reposent toutes sur un double continuum. Sur l'idée que l'écriture doit être, ça c'est le point commun, pas simplement chez Christin, réinscrite dans les cultures graphiques humaines, que c'est un geste, il faut faire l'histoire de sa matérialité, de son support, de ses techniques. Et que le premier continuum, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre l'image et l'écriture. C'est-à-dire que l'écriture reste matériellement de l'image. C'est un système d'images. Et en tant que c'est un système d'images, il faut insister sur la calligraphie, ou ensuite plus tard sur la typographie, c'est-à-dire sur la matérialité du signe. L'écriture ne cesse jamais d'être un dessin. Elle ne cesse jamais d'être une image. Même lorsqu'elle va vers l'abstraction de l'alphabet, même lorsqu'elle va vers les systèmes d'impression, etc. Donc il y a un continuum et pas une opposition. Le deuxième continuum, c'est l'idée selon laquelle l'écriture ne serait pas la copie de la parole, mais serait dans une certaine continuité néanmoins avec le langage et avec la parole, qui est plus ou moins acceptée par ses autrices et par ses auteurs. Le récit qui naît de ces hypothèses-là, il me semble qu'on peut, moi je le lis comme ça en tout cas dans la recherche actuelle, c'est que si on essaye d'être le plus matérialiste possible sur ce qu'on sait de la formation de l'écriture et de ses liens avec les pouvoirs, on va revenir aussi avec le pouvoir religieux aujourd'hui, c'est qu'on peut se raconter un récit qui vaut ce qu'il vaut. Ça vous embête si j'allume peut-être parce que je ne sais pas si j'y vois pas très bien. Ce qu'on peut se raconter, me semble-t-il, de manière à peu près crédible dans l'état actuel de nos connaissances, c'est que tous ces auteurs y insistent, l'écriture, contrairement à la parole ou un langage, n'est pas une fonction naturelle, ce n'est pas une aptitude naturelle. Ça veut dire que certaines sociétés développent l'écriture, d'autres non, même si toutes les sociétés ont des proto-écritures. Donc il y a une sorte de continuum, c'est-à-dire toutes les sociétés ont des signes graphiques qui sont des aides-mémoires, qui sont des formulaires, des appuis rituels, etc. Et donc il n'y a pas de société au sens strict sans proto-écriture, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas des sociétés sans écriture, des sociétés avec l'écriture. Il y a un continuum avec des sociétés qui développent et qui affinent plus ou moins des formes d'écriture. Pas des sociétés orales et des sociétés écrites. Inversement, j'y reviendrai, ce qui vient de la recherche actuelle, c'est que toutes les sociétés qui ont développé des formes écrites ne cessent pas d'être des sociétés orales. C'est-à-dire que la culture orale, ce qu'on appelle l'orature, accompagne toujours le développement de l'écriture. Il n'y a pas d'opposition entre oral et écrit. Donc c'est l'idée selon laquelle l'écriture se développe à partir de l'oral, comme un ensemble de capacités que les anglo-saxons appellent la littératie, c'est traduit désormais par la littératie, c'est un terme un peu bizarre, pas très joli, mais bon, pas mal pour dire la capacité à lire et à écrire. Et que cette littératie, elle est une capacité sociale et pas une capacité naturelle. Quand est-ce qu'elle se développe socialement? Elle se développe dans des environnements qui sont des environnements impériaux. Aucune écriture ne s'est développée hors d'un empire. Jamais. Ça, c'est un donné de l'histoire telle qu'elle se fait aujourd'hui. Donc dans des environnements impériaux, fortement centralisés, avec en général la constitution d'un clergé très puissant, qui c'est la thèse de Glasner par exemple en Mésopotamie, d'un clergé qui a un rôle marchand. D'où vous voyez le lien entre l'hypothèse de Christin et l'hypothèse de Chemin de Becerra. C'est-à-dire d'un clergé qui à la fois
à des fonctions qui sont la fonction oraculaire, divinatoire, des fonctions politiques de mise en contact avec le monde invisible, et en même temps des fonctions très concrètes, sociales, qui sont de gérer les surplus alimentaires, de gérer le grain, de gérer les animaux, et en général le temple devient, c'est le cas dans l'Égypte très ancienne, c'est le cas en Chine, le temple, là où va se développer la classe des lettrés, le temple est à la fois là où est géré en fait le début de l'économie, et en même temps c'est là où est géré le contact avec les puissances invisibles. Quand on se raconte ce récit-là, qui nous est donné plus ou moins par la recherche, on comprend mettre l'accent plutôt sur une fonction, plutôt sur l'autre. Avec Christin, plutôt sur la fonction oraculaire et divinatoire, avec Schmann Becerra, plutôt sur la fonction marchande, comptable et contractuelle, et avec Glasner, plutôt sur la fonction de mise en ordre, vous voyez, de transformation cognitive et épistémique, de la manière de découper le monde, de découper les entités. Mais au fond, ça dit la même chose. Ça dit la même chose pour le développement de cette capacité sociale dans des contextes impériaux qu'est la littératie. Alors, à chaque fois, chaque autrice aussi va insister sur le fait que, comme ces modes de formation sont complexes, c'est ça qui explique que, vous voyez, comme l'écriture vient d'un double continuum, avec d'un côté le geste graphique et de l'autre côté le lien avec la parole, compliqué, toute écriture va être un mode de négociation entre le phonogrammatique et le logogrammatique, qui va se négocier dans les premiers hiéroglyphes, qui va se négocier aussi dans l'écriture sumérienne, c'est-à-dire évidemment dans les caractères chinois, les premiers caractères chinois, c'est-à-dire une part qui est là pour représenter des notions, qui vient par exemple de l'écriture plutôt osekai dans le caractère chinois, et une part qui va être là pour représenter du son, c'est-à-dire de la parole, qui va être plutôt là dans l'écriture bronze, par exemple. Toute écriture devenant une négociation entre, alors c'est ça qui apparaît, le dernier point de ce récit-là, dans un contexte impérial, l'idée que je trouve très belle chez Christin, c'est l'idée sur laquelle Christin répète à plusieurs reprises que ce qui se passe, c'est que dans un contexte impérial, forcément, au bout d'un moment, la parole politique et religieuse, c'est-à-dire la parole du souverain, la parole du pouvoir, cherche à s'extirper de son espace-temps, c'est son expression. Ça veut dire de son ici et de son maintenant. Concrètement, le roi d'Ur, le roi d'Uruk, il a un problème au bout d'un moment à envoyer des messagers un petit peu partout dans son empire, au limbe de l'empire, à mesure que l'empire s'agrandit, puisque quelque chose de la valeur de sa parole, de la souveraineté de sa parole, se perd à mesure qu'elle est transmise par des intermédiaires. Donc la parole, elle est là, ici et maintenant, le souverain dit la parole, le prêtre, ou le devin dit ce qu'il a à dire, mais ensuite cette parole doit être transmise. Quand elle se transmet, quelque chose de sa souveraineté se perd. Pourquoi ? Parce qu'elle est liée à un espace, ici, là où elle résonne, et à un temps, maintenant, qui la limite. Donc sur le continuum du rapport à la parole, tous ces auteurs et ces autrices voient l'écriture comme un effort de société impériale et centralisée pour sortir la parole du pouvoir, la parole souveraine, de son espace-temps, de son ici et de son maintenant. Et de l'autre côté, voient dans des systèmes graphiques humains, qui sont à l'œuvre dans des empires, un effort de généralisation. Le problème étant, dans des formes de proto-écriture, vous avez des stylisations. Par exemple, vous avez des stylisations de logogrammes, de début de logogrammes qui représentent le soleil, la lune, etc. Sauf qu'il y a un problème, c'est que le système graphique de signes, le signe concret, est encore attaché à quelque chose de trop particulier. Le soleil, c'est ce soleil. Comment arriver à dire le soleil ? Comment arriver à représenter non pas le soleil, mais le soleil ? Et puis, on va plus loin dans l'abstraction, à représenter la force ou la souveraineté, etc. D'aller vers des notions qui sont des notions communes et des notions abstraites. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tous ces récits actuels nous montrent que ces deux impulsions, qui sont complémentaires, mais qui en même temps il ne faut pas confondre, c'est-à-dire une impulsion de système graphique vers une montée en généralité, et une impulsion de tentative de sortie, vous voyez, du pouvoir de la parole hors de son espace-temps, de l'ici et de maintenant. Et que ça produit une impulsion vers du logogramme plus stylisé et plus abstrait, et du phonogramme qui essaye d'aller attraper quelque chose de la parole. Et que la négociation des deux, ça a fait, dans certains endroits sur Terre, la production de premiers systèmes d'écriture. Cunéiformes, hiéroglyphiques, de caractère idéographique, etc. Tout cela, dernier point, dans les récits actuels, on le voit, ce sont des récits où on voit à quel point la littératie, c'est-à-dire la capacité à lire et à écrire, est une aptitude qui naît dans un contexte très particulier comme un pouvoir social. Un article célèbre dans les années 70 d'Herbert Grünman sur les lettrés, qui fait l'étymologie du lettré, celui qui possède la lettre. Il y voit un pouvoir social fondamental, il en fait l'histoire jusqu'au moment où, dans l'Occident chrétien, lettré va désigner non plus celui qui sait lire ou qui sait écrire, mais celui qui sait lire ou qui sait écrire le latin. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une capacité à lire ou à écrire, mais à lire ou à écrire une langue qui est celle du pouvoir.
C'est le cas dans la formation petit à petit de la classe mandarinale dans la Chine classique. Tout ça, c'est tout ce qui va être discuté, et qui est discuté, vous voyez, particulièrement dans le champ anglo-saxon, depuis les années 70, par des gens comme Jad Goody ou Ian Watt, sur l'oralité, la raison graphique, etc. Jad Goody, dans la logique de l'écriture, ses dernières conférences qu'il prononce dans les années 80, un très beau texte. Dans la logique de l'écriture, Goody insiste sur les effets cognitifs et sociaux de la littératie, de la capacité à lire et à écrire, et premier effet pour lui, c'est le religieux. La thèse de Goody, qui est très contestée, c'est que Goody a tendance à vouloir, même s'il a conscience du fait que c'est une évolution progressive, qu'il n'y a pas de rupture entre l'oral et l'écrit, quand même, il y a toujours des moments où il voit dans l'écriture une révolution. Et en particulier, une des grandes thèses de Goody, c'est que tout ce qu'on vient de dire, la constitution de l'écriture, elle a pour conséquence la production, dit-il, non plus d'une religion, mais de la religion. Première thèse de Goody, c'est que des religions, en tant que religion, ne naissent qu'avec l'écriture. C'est une thèse discontinuiste, malgré tout, même s'il est très précautionneux. Ça veut dire que Goody, qui est un spécialiste par ailleurs de tout un tas de sociétés dites orales, beaucoup intéressé à la culture Ashanti au Ghana, par exemple, etc., dit, en fait, ce qui caractérise des sociétés qui ne développent pas, qui ne sont pas des sociétés impériales, centralisées, qui développent l'écriture, c'est qu'elles ont des pratiques religieuses, mais au sens de Durkheim, vous voyez, c'est-à-dire vraiment du religieux, qui sont des ensembles de rites, de pratiques, des prédictions, qui sont intégrées à la vie quotidienne, même si elles séparent le profane et le sacré. Et donc il dit qu'il n'y a pas de séparation entre la sphère du religieux, même si le religieux sépare le profane et le sacré, le religieux est totalement intégré dans les activités, et donc il n'y a pas de religion à côté du reste. Goody dit en fait la conception d'une religion comme une fonction sociale séparée, c'est lié à l'écriture. C'est lié à la production d'une classe de pouvoir qui a la littératie, c'est-à-dire la maîtrise du texte, puisque le texte religieux va être fixé. C'est le deuxième point de Goody. Ce que l'écriture change, fondamentalement, c'est que le message religieux est écrit. Ce qui fait qu'il a tendance à faire un lien, qu'il ne force pas toujours, mais quand même, entre le monothéisme et l'écriture. C'est-à-dire qu'il voit dans la fixation du texte religieux, donc du sens, la primauté, dit-il, du sens écrit sur les pratiques, sur les coutumes, ainsi qu'une tendance à l'universalisation, donc au prosélytisme, et il insiste la catégorie de la conversion. Il dit en fait, quand il n'y a pas écriture, il n'y a pas conversion. Il y a des contacts, il y a des glissements, il y a des assimilations, mais il n'y a pas de conversion en fait. L'écriture va produire une logique de conversion, de prosélytisme, d'universalisation, une tendance, il analyse longuement, vous savez, le moment, si vous voulez, le passage, la tentative vers le monothéisme égyptien, Amon-Ré, etc. Il y voit la marque d'une tentative de prise de pouvoir par la classe des lettrés autour de Pharaon, etc. Tout ça, qui a été très critiqué, fait qu'on peut voir, vous voyez, dans l'interprétation de Goody, l'idée, légèrement forcée, que l'écriture serait, sinon une cause, du moins dit-il, une sorte d'accélérateur, non pas du religieux, mais d'une forme particulière qui serait la religion. Donc l'écriture serait, en tout cas, produirait un effet de catalysation d'un certain nombre de formes religieuses, de formes élémentaires de la pensée religieuse, qui, avec l'écriture, dans et par l'écriture, se figerait en une institution sociale, avec une classe sociale donnée, une tendance à l'abstraction, une tendance à l'universalisation, une tendance aussi à la loi, dit-il. Il insiste beaucoup sur le fait que l'idée de loi, par rapport à l'idée de coutume ou à l'idée de droit en général, va être accompagnée par l'écriture. Alors dans tout ça, il y a une question, c'est que donc vous comprenez que Goody, même s'il est précautionneux, il est plutôt discontinuiste. L'écriture, elle produit ça. Ça n'est pas... Alors on voit un petit peu le lien qu'il peut y avoir entre l'écriture et la religion de ce point de vue-là, dans l'état actuel de nos connaissances. Qu'en est-il de la littérature ? La première chose, d'ailleurs, Goody ne parle pas du tout de littérature, mais aussi, ni Shimon Becerra, ni Christin, ni Glasner ne parlent de littérature. Il y a une raison à ça, c'est que quelque chose qu'on sait assez assurément maintenant, grâce à de l'anthropologie et à de l'archéologie, c'est que la littérature, elle arrive tard. La littérature, elle n'est pas du tout liée consubstantiellement à l'écriture, elle arrive toujours très tard, avec un retard d'au moins 1 millier d'années. C'est-à-dire que, vous voyez, entre moins 3005, moins 3004, les premiers textes, en tout cas sumériens, qui vont être absorbés par Akkad et Gilgamesh, en gros, vous avez au moins 1000 ans. Entre les hiéroglyphes, le début de l'écriture hiéroglyphique, au tout début de la première dynastie égyptienne, etc., et Sinoué, le conte de Sinoué l'Égyptien, premier grand récit biographique, j'y reviendrai, etc., vous avez au moins 1000 ans.
En Chine, avant, quand vous avez l'écriture Osekai, l'écriture bronze, etc., avant que vous ayez les printemps et les automnes, ou les 5 livres confucéens, même le livre des flux, hein, le livre des mutations, etc., où vous avez des mythes, où vous avez des récits, au moins 1000 ans. Au moins 1000 ans. Donc une première grande idée qui nous vient, c'est que la littérature, elle arrive tard dans l'écriture. Elle n'est pas du tout liée à l'écriture. Les êtres humains, visiblement, n'ont pas écrit pour faire de la littérature. Pourquoi est-ce qu'elle arrive et comment est-ce qu'elle arrive? Les premiers textes de fiction, dans l'écriture, sont extrêmement retardés. Ça veut dire d'abord, c'est important, je reviendrai sur cette notion, qui est la notion d'orature. Alors l'orature, je vous le dis simplement, c'est le terme qui est en train de s'imposer, qui est pas mal, qui sonne pas très bien, mais bon, qui est quand même pratique, à partir du moment où beaucoup de théoriciens, d'anthropologues, de l'écrit et de l'oral se sont dit, littérature orale, c'est quand même une contradiction dans les termes. Ça veut dire la production lettrée sans la lettre. La lettre sans la lettre. Donc, comme on ne peut pas dire littérature orale, on va dire orature. C'est-à-dire le mode de production et de transmission de sens oralisé. Et pas écrit, pas par la lettre. Ça veut dire d'abord que fondamentalement, l'écrit coexiste longtemps et ne cesse jamais de coexister avec l'orature. Il y avait des systèmes d'écriture pendant que l'Iliade et l'Odyssée étaient dits, étaient vocalisés, étaient oralisés. Il y avait des systèmes d'écriture probablement dans la vallée de l'Indus, en même temps que le Ramayana était déjà raconté, était déjà dit. Et pareil en Chine, etc. Ce qui apparaît petit à petit, on pourrait l'appeler des récits biographiques. Gilgamesh, Sinoué, certains récits qu'on va trouver dans les chroniques des automnes et des printemps, mais aussi dans les codex dits précolombiens. C'est-à-dire non pas du conte, pas des listes, pas des tableaux, pas des formules, pas non plus de la divination, pas d'adresse aux divinités, pas des chronologies, vous voyez des listes par exemple de souverains, mais des récits qui semblent être une sorte de temporalité qui suit en général un personnage qui est nommé, qui, c'est important, on y reviendra, laisse place à l'échec. Gilgamesh échoue dans sa quête de l'ère de l'immortalité. Sinoué échoue parce qu'il est lâche, il ne protège pas son prince. Mais Kangyé aussi, dans le récit de l'apparition de l'écriture, échoue parce qu'il n'arrive pas à porter le plan de bataille à Wangdi, qui laisse une place à l'indétermination, même si d'emblée il y a un rôle idéologique. Sinoué, par exemple, c'est vraiment un texte qui est là pour légitimer l'accès au trône de Sésostris, du fils de Pharaon, et qui semble faire place à une sorte de puissance antérieure qui s'est exprimée dans l'orature et qui a été incorporée très lentement à l'écriture. Donc, on peut essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dans l'écriture de religieux, comme puissance sociale, etc., mais ce n'est pas satisfaisant, parce que quand la littérature apparaît, on voit bien qu'elle ajoute, qu'elle vient incorporer à l'écriture quelque chose d'autre, une autre puissance qui lui vient de l'orature. Qu'est-ce que c'est? Alors, cette idée d'orature, je l'emprunte à un grand livre de référence, un livre de 1961, un anthropologue belge qui est un petit peu oublié maintenant, mais je vous invite vraiment à aller le lire, qui est une source vraiment fascinante, qui s'appelle Jan Vanzina, V-A-N-S-I-N-A, qui s'appelle « De la tradition orale, essai de méthode historique ». Refonder, disons, les études sur l'oralité. Vanzina, d'abord, insiste toujours, dans ce livre comme dans tous ses articles, sur le fait que, et c'est très important me semble-t-il, l'oral, dit-il, n'est pas une puissance négative, ce n'est pas un manque. L'oral, ce n'est pas l'absence d'écrit. Ça n'a aucun sens, dit-il, même historiquement, puisque ça voudrait dire que les hommes ont manqué de quelque chose alors que ce quelque chose n'existait pas. Il insiste sur le fait que l'oralité est une puissance positive. Et il insiste sur le fait que c'est une puissance très complexe qui demande, il insiste souvent aussi, beaucoup d'énergie sociale. C'est-à-dire une culture qui est fondée sur la transmission orale dépense une énergie gigantesque, il dit une énergie politique, économique, religieuse, à essayer, c'est la définition qu'il en donne, de transmettre en acceptant la variation, mais avec le moins de variations possible, des invariants de sens. C'est son idée d'une culture orale. C'est-à-dire c'est une culture qui est sans cesse en train d'essayer de stabiliser la transmission du sens, tout en acceptant que le sens ne puisse pas être transmis à l'identique, puisque de génération en génération, il y aura de la variation. Mais il s'agit, dit-il, de minimiser la variation pour permettre la transmission d'un noyau de sens, d'un invariant. Définit l'oralité comme un témoignage transmis oralement d'une génération à l'autre, à partir, dit-il, d'un témoignage oculaire. Donc, sa grande idée, c'est que, en fait, il existe ce qu'il appelle des lignes de transmission orale, par lesquelles on transmet à la génération suivante, qui transmet à la génération suivante, etc. Donc ça fait des chaînes, c'est des enchaînements. Et dans ces enchaînements, il y a des débuts relatifs où il y a du sens qui vient être incorporé, vous voyez, au tressage de chaînes.
Et ce qui est incorporé, dit-il, a toujours pour origine soit la rumeur, soit un témoignage oculaire. C'est-à-dire soit quelqu'un dit qu'il a vu quelque chose, soit possibilité, il l'a vu par ses yeux, il a vu à la lisière de la forêt, en fait, les oiseaux sont en train de partir, etc. Il vient le dire, son témoignage doit être transmis, retransmis, etc. Soit deuxième possibilité, celui qui voit le prophète, celui qui voit intérieurement, pas extérieurement. Il a vu quelque chose, il a entendu le message d'un Dieu, etc. Ça, c'est le témoignage, c'est un point de début qui introduit du sens. Il ne faut pas que ce sens soit trop important ou vienne trop bouleverser en fait la tradition pour qu'il puisse être incorporé. L'autre début de sens, dit-il, c'est la rumeur. C'est quelque chose qui n'a pas été vu, mais on dit que quelqu'un l'a vu. L'autre début. Donc soit par la rumeur, soit par le témoignage oculaire ou prophétique, du sens s'incorpore et est transmis petit à petit. Et c'est ça qui va former l'orature, la structure de transmission du sens. Alors, je vous le dis pour que vous compreniez mon point, petit à petit, ma structure. Vanzina, de manière très belle, essaye de rendre grâce à la complexité, à la difficulté, dit-il, de la transmission de sens par une culture orale. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est des cultures qu'il connaît, notamment des cultures d'Afrique de l'Ouest, mais aussi une culture au Burundi, par exemple. Il a 3 grandes cultures qu'il va étudier en particulier, puis après il généralise. Vanzina va dire, d'abord il critique Goody, il critique Watt, lui il veut rétablir du continuum. C'est-à-dire Vanzina va dire, attention, il n'y a aucune rupture entre l'oral et l'écrit. Ça veut dire que par exemple, il ne pense pas du tout que la religion soit produite par l'écriture. Il dit, ça ne marche pas. En fait, tout ce que vous allez trouver dans les sociétés dites écrites ou d'écriture, vous l'avez dans les sociétés dites orales. Parce qu'en fait, il y a un continuum. Ce continuum, qu'il essaye tout le temps de rétablir, il va l'organiser par ce qu'il appelle des structures, ou des patterns, qui sont des rapports entre liberté et contrainte. Parce qu'il dit, le fondement en fait, de la transmission de sens dans l'orature, c'est le fait donc d'essayer de minimiser la variation tout en l'acceptant. Pour cela, il fait, vous pouvez imaginer un tableau à double entrée qui est fondamental chez lui, où il distingue 4 formes d'orature, selon que le contenu ou la forme est libre ou contrainte. D'accord ? Quand le contenu, alors le contenu c'est le message, d'accord ? Et la forme c'est le type de langue qui est utilisé. Quand la langue est contrainte, ça veut dire quand elle est réglée de telle manière qu'elle ne ressemble pas à ce qu'on dit en général, la langue ordinaire, la langue prosaïque, et quand la forme est contrainte et que le contenu est contraint, il appelle ça la récitation poétique. Il dit c'est une première grande forme d'orature qui est la récitation poétique. Comme aujourd'hui, je apprendre par cœur les fables de La Fontaine, d'accord ? La langue est réglée et le contenu est réglé aussi, et c'est transmis de mémoire en mémoire, de génération en génération. Lorsque le contenu est contraint, mais la langue est relativement libre, il appelle ça des formules. C'est important, ces formules, ce sont des formules notamment religieuses, mais aussi des formules contractuelles et marchandes. Et aussi des coutumes ou des interdits qui sont transmis de génération en génération. Lorsque la forme est contrainte, mais le contenu est relativement libre, c'est-à-dire on peut produire des petites variations, il appelle ça la forme épique. Donc l'épopée, ça va être une sorte de récit, vous voyez, où la langue est contrainte. Je ne sais pas, pensez au formulaire homérique, dans la langue homérique, etc. Mais par contre, l'aède, vous voyez, ou le griot, etc., va pouvoir produire des variations. Et enfin, vous avez la forme libre-libre, c'est intéressant pour nous, qu'il appelle la narration. La narration, c'est lorsque la forme est relativement libre et le contenu est relativement libre. C'est celui qui s'avance, qui raconte quelque chose, et qui va faire un effort dans une langue libre pour produire un contenu nouveau, mais faire en sorte qu'il puisse être retenu, mémorisé, par ceux qui vont le transmettre à leur tour. Ce qui est important, c'est que chez Vanzina, la narration, et vous voyez dans l'orature le noyau d'où va se développer la littérature. Mais avec une proximité, c'est que la littérature, elle va aussi aller vers la formule, la récitation poétique et l'épique. Vous voyez ? Donc il y a en fait cette forme libre, relativement indéterminée dans la culture orale, mais qui a du lien avec l'épique, qui a du lien avec la récitation poétique, et qui a du lien avec le formulaire, la formule. De la même manière, dit-il, le religieux, c'est ce qui va être centré sur la récitation, la prière, le rite, etc., mais qui va régulièrement, vous voyez, aller vers la formule, voire l'épique, voire parfois la narration. Donc qu'est-ce qu'on a ? En fait, on a 2 pôles d'organisation. Un pôle dans les cultures orales où la pratique religieuse et peut-être la foi s'organise, s'exprime, vous voyez, dans une culture qui est centrée sur la récitation, mais qui peut sans cesse irradier, se libérer un peu en allant vers la formule, vers l'épique, et éventuellement vers la narration, et une autre pratique de sens qui est centrée sur la narration, sur le récit, qui est la littérature, qui est l'ancêtre de la littérature, si vous voulez, et qui en même temps irradie vers la formule, vers l'épique et vers le poétique. Alors,
que je vous propose qu'on se représente, donc petit à petit, me semble-t-il, c'est de se dire, ben voilà, en fait, la littératie, hein, la capacité à lire et à écrire, elle apparaît avec la formation de l'écriture. Cette formation d'écriture, dans des contextes impériaux, centralisés, elle émerge en même temps, en tout cas, elle accompagne le développement de religions, même si elle n'en est pas la cause. Mais sur ce plan-là, en fait, il y a une puissance plus ancienne qui vient se tresser avec l'écriture, hein, si vous voulez, se mêler avec l'écriture, qui est présente dans l'orature. Et cette puissance, ben, appelons-la la fiction narrative. Et cette fiction narrative, déjà dans l'orature, elle est déjà un tressage entre quelque chose de pratique religieuse, rituelle, et quelque chose de la narration. On va essayer d'être plus clair là-dessus. Partie 2, ben, allons vers la fiction narrative. Après l'écriture, après la littérature, allons voir la fiction. Alors, cette fois, j'aimerais qu'on aille relire certains théoriciens récents ou moins récents de la fiction, qui nous intéressent ici, auxquels on arrive petit à petit, soyez patients. La puissance de la fiction, bon, c'est un peu une banalité de dire qu'elle entretient nécessairement un lien fort avec la croyance. Le problème, c'est de quel ordre? Quel rapport entre fiction et croyance? Dans un chapitre de Fait et Fiction, hein, de Françoise Lavocat, je crois que vous avez reçu, tout un chapitre qu'elle consacre à fiction et croyance. Elle rappelle un certain nombre de formules, plus ou moins connues. Vous rappelez peut-être la formule de Coleridge, hein, la suspension volontaire d'incrédulité, ou la formule plus récente, mais désormais devenue canonique, de Schaeffer. Hein, qu'est-ce que c'est que la fiction? Une feintise ludique partagée. Ou aussi, elle le cite rapidement, mais on trouve chez Catherine Gallagher, par exemple, un certain nombre de formulations, selon l'idée selon laquelle la fiction serait une sorte de crédulité ironique. Une manière d'être crédule avec une attitude ironique, de ne pas se laisser compter, de ne pas se laisser prendre à l'histoire à laquelle on croit. Françoise Lavocat résume tout ça en parlant de ce qu'elle appelle de mise en jeu des croyances, en disant ce qui se passe dans la fiction en général, dans la puissance de la fiction, et en particulier de la fiction narrative, on y reviendra. C'est une puissance humaine qui se développe, une puissance cognitive, qui est la capacité à mettre en jeu, et elle insiste sur le fait que c'est littéral, c'est-à-dire à jouer, à être capable de jouer avec des croyances. Ce qui fait que l'avocat refuse de penser, vous voyez, que la fiction est une croyance, n'a pas vraiment de sens pour elle, mais c'est plutôt une manière de faire avec les croyances et une attitude, une prédisposition à jouer avec le statut même des croyances. Y croire sans tout à fait y croire. Elle va dire que c'est un jeu qui est un jeu d'injonction contradictoire. Je cite l'avocat, il me semble qu'elle est assez claire et intéressante sur ce point. Cela suggère, écrit-elle, qu'entrer dans une fiction revient en fait à consentir à s'exposer au conflit cognitif entre croyance et incroyance, au sens d'une adhésion au monde fictionnel plus ou moins entière. Croire, qu'est-ce à dire? C'est être pris, prendre les choses pour vraies, et là elle cite les termes du Di du Genji, en fait, hein, de première page du Di du Genji, du texte japonais. C'est s'immerger dans les termes qu'elle reprend à Schaeffer, se prêter à des simulations perceptives induites par le texte, s'intéresser aux personnages comme s'ils étaient des personnes, collaborer par l'imagination, la mémoire, les émotions, à la construction mentale du monde qui est stipulée par la fiction. Mais elle insiste juste après, qu'est-ce que ne pas croire? Vous voyez, c'est la partie ironique, hein, la partie feintise, hein, etc., la partie malgré tout d'incrédulité, même si elle est suspendue volontairement. Elle a une belle phrase où elle dit « c'est affecter d'un coefficient de néant la construction mentale du monde projetée par la fiction, et ainsi la distinguer d'un pur souvenir. » C'est être capable de néantiser, un sens qui n'est pas tout à fait le sens sartrien, affecter d'un coefficient de néant la construction mentale à laquelle on adhère pourtant, hein, la fiction. Elle le résume en disant il s'agit d'instructions contradictoires. Et la mise en jeu, c'est ça. Il y a des instructions contradictoires, et donc la puissance de la fiction, en particulier la fiction mise en récit, narrative, serait, vous voyez, une sorte de puissance, de capacité à faire avec une injonction contradictoire, à croire et ne pas croire, à s'exposer, dit-elle, à un conflit cognitif entre croyance et incroyance, et ça serait cette puissance-là, hein, vous voyez, qui se serait exprimée dans l'orature, dans les cultures humaines, en se répartissant entre la récitation poétique, l'épique, la narration, avec des pôles comme ça, et qui ensuite serait passée dans l'élément de l'écriture, en se durcissant un peu avec une institution sociale, hein, l'écriture, qui aurait formé quelque chose comme le texte sacré, le texte religieux et la littérature, qui aurait, vous voyez, un peu séparé
ce qui est de l'ordre de ce conflit cognitif, c'est-à-dire un rapport au texte, le texte sacré, dont on n'interroge pas l'origine, où c'est très compliqué, etc., qui produit le blasphème, voilà. Et de l'autre côté, la littérature comme lieu où s'exprimerait la puissance ironique, et la capacité à ne pas croire à ce à quoi on croit. C'est un récit possible, on va essayer de le tester. D'autres sont plus, me semble-t-il, plus affirmatifs que l'avocat. L'avocat est assez critique de Thomas Pavel, univers de fiction, à partir de la fin des années 80. Il y a chez Pavel l'idée très nettement, il le dit à plusieurs reprises, que la fiction est historiquement et conceptuellement dérivée de l'univers du sacré, dit-il. C'est comme ça qu'il essaye d'expliquer l'attraction qu'elle exercerait, la capacité des fictions à influer sur les croyances humaines. Du côté de Pavel, il me semble que le problème qu'on va affronter, c'est que Pavel présuppose toujours qu'au fond, il y aurait quelque chose comme une primauté du sacré, ou d'une sorte d'attitude religieuse dont dériverait la fiction. De l'autre côté, puisque Pavel le cite, il y a, voilà, alors là, je ne suis pas sûr de moi, il faudra sans doute y discuter, mais ça m'a rappelé certaines phrases dans l'Antéchrist de Nietzsche, où le christianisme est conçu comme un monde de fiction. Le christianisme, c'est une religion qui est privée du poids du réel, et dont ni la morale ni la religion ne sont en contact avec la réalité, et le monde du christianisme est un monde de fiction pure. Où ici, on a l'impression qu'au fond, ce qui est premier, c'est la fiction, et que par exemple, le christianisme dérive, en fait, de la fiction, ce qui permet encore d'avoir un rapport critique. Alors, ce que j'aimerais qu'on essaye de mettre entre parenthèses, de tester, c'est d'essayer de ne penser aucune forme de primauté, ni chronologique, ni logique, disons de la foi sur la fiction ou de la fiction sur la foi, mais de se représenter une sorte de foi-fiction ou de fiction-foi qui traverserait l'orature ou qui traverserait la littérature et qui, comme des tresses, vous voyez, au fil des développements techniques humains et des capacités humaines, aurait tendance à se dissocier, à se distinguer, puis seraient renouées, puis se redistingueraient, puis se renouer au fil des cultures dites orales ou des cultures dites écrites. Pour essayer de comprendre ce tressage, alors j'aimerais, on va arriver vers la fin du modèle que je vais essayer de proposer, j'aimerais qu'on garde en tête d'abord quelques textes, qui sont les premiers textes littéraires dont on dispose, et qu'on ait en tête, pour ce que je vais dire maintenant, je vous les résume très brièvement si vous ne les avez pas en tête, au moins 3 textes. Pour l'espace sumérien acadien Gilgamesh, pour l'espace égyptien le conte de Sinoué, donc une excellente traduction disponible en ligne, que je vous invite à aller voir, avec tout un appareil critique qui est assez fascinant. Et dans le livre des mutations, dans le livre des flux, le récit de l'origine de l'écriture, du script divin Kangye, C-A-N-G-J-E, qui était le script de Wangdi. Pour que vous les ayez en tête, alors je vous l'ai dit simplement, très rapidement, c'est 3 récits humains, donc j'aimerais qu'on garde en tête pour essayer de comprendre ce que je vais essayer de dire sur le rapport entre foi et fiction. Alors si vous ne connaissez pas un des mythes d'origine de l'écriture dans la culture chinoise, allez voir le récit de Kangye, c'est très beau, je vais essayer de vous le résumer. Dans les mythes chinois anciens, l'écriture est censée avoir été inventée 3 fois. La première fois par le premier Auguste, c'est-à-dire le premier souverain, le premier empereur céleste. Et la première fois que l'écriture est inventée, elle est inventée sous la forme en fait des trigrammes. Ça veut dire donc de ces lignes, soit continues, soit brisées, qui vont former le code fondamental pour le Yiking. Et donc la première écriture, c'est une écriture minimale à partir du continu et du discontinu. Elle est censée avoir été inventée par le premier Auguste, par le premier souverain, c'est important, sur l'imitation de la nature. C'est censé être une écriture naturelle, puisque l'empereur est censé avoir levé les yeux, regardé le ciel, donc regardez l'hypothèse de Christin, l'écran étoilé du ciel, et avoir vu des oiseaux. Et en voyant les oiseaux, on ne comprend pas très bien, il regarde leur corps, on ne sait pas très bien s'il regarde le vol des oiseaux ou le corps des oiseaux, mais il voit, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une écriture naturelle. Vous voyez, comme dans la thèse de Christin. Il lit, c'est un empereur devin, cet empereur devin et oraculaire, il voit sur le corps des oiseaux des formes, peut-être les couleurs, peut-être la forme même du corps, des formes continues et des formes brisées. C'est-à-dire qu'il voit qu'il y a une écriture de la nature, et que cette écriture, la nature est écrite non pas en langue mathématique, mais en continu et en discret. Donc il en tire, en fait, ensuite il regarde le sol, et en regardant le sol, les champs, labourés, etc., il en tire une écriture concrète qui est la ligne brisée, la ligne continue. Et par combinatoire de ça, il produit les hexagrammes, etc. Cette écriture, elle est strictement destinée à la divination. Et le premier empereur, c'est celui qui donne aux hommes la capacité à chasser, à pêcher, à se marier.
Ça correspond, si vous voulez, à la première phase du néolithique. Le deuxième souverain, c'est celui qui va inventer une écriture qui est l'écriture nouée. C'est celui qui va donner aux hommes, aux êtres humains, l'élevage, la domestication, et donc qui correspondrait, vous voyez, au néolithique moyen, plus ou moins. Et c'est celui qui va produire une écriture avec des cordes nouées qui permet de compter, donc ancêtre du boulier, si vous voulez. Hein. Donc là, c'est l'hypothèse chemin de Becerra, vous voyez, c'est l'écriture compte, décompte, contractualisation. Et le plus beau récit, c'est le troisième, c'est le récit de Canguier. Canguier est donc le scribe du grand empereur, hein, de Huangdi. Huangdi est en train de batailler, il est sur le champ de bataille, il est en train de perdre. Il appelle donc auprès de lui son scribe, le chef en fait, de la classe des lettrés, pour lui apporter un plan de bataille qui va lui permettre de gagner. Canguier arrive avec le plan de bataille, mais il a l'écriture numéro 2, vous voyez, ça veut dire qu'en fait il vient avec des nœuds. Il a plein de nœuds et tout ça, c'est un peu compliqué, il perd en chemin cette écriture. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas pratique. En fait, il est très difficile avec une écriture strictement comptable d'arriver à produire du sens qui soit du sens social et du sens militaire aussi. Comme il perd l'écriture, il n'ose pas venir auprès de son maître. Donc il fuit dans la montagne. Il va dans la montagne, et là, dans la montagne, il observe les animaux, encore une fois la nature, et il observe en particulier des traces, qui sont des traces de cerfs et des traces de coqs dans la neige. Qu'est-ce qu'il voit? Une sorte de récit à la Peirce, vous voyez. C'est-à-dire que ce qu'il voit, en fait, c'est des index, c'est des indices, il voit les traces. Et il a l'illumination, qui est que la trace de pas du cerf, par exemple, représente le cerf alors qu'elle ne ressemble pas au cerf. Donc il voit un signe qui n'est pas un pictogramme. C'est pas un pictogramme, c'est un indice de la nature du cerf, et il comprend que ça va lui permettre de penser que le cerf est peut-être malade, qu'il boite, qu'il est passé. Donc il va avoir tout un ensemble d'informations qui sont, dit dans le texte, compréhensibles par tous, et qui pourtant ne figurent pas graphiquement la chose. Il va emprunter à la nature le modèle du signe, de l'empreinte, il va réécrire le plan de la bataille, il revient auprès de l'empereur, donne le plan de la bataille, l'empereur gagne la bataille, super, on passe à cette écriture-là, qui va être l'écriture idéographique, cette fois. Ce récit, il est intéressant parce qu'il y a plusieurs échos avec alors le récit de Sinoué, je vous le dis, je ne sais pas si vous connaissez, Sinoué l'Égyptien, c'est un très beau texte, je vous invite à aller le lire, ça fait une vingtaine de pages à peu près dans la transcription. C'est le premier roman, c'est même le seul vrai roman pharaonique. C'est un récit, je vous le résume très rapidement. Sinoué est un membre de la garde du fils de Pharaon, au moment où le pharaon, qui est Amenemhat Ier, est tué. Il est assassiné dans sa demeure. Des coursiers arrivent pour annoncer la nouvelle au fils de Pharaon, et Sinoué, c'est important, pour la première fois, est un personnage qui n'est pas un souverain, qui n'a pas de sang royal. C'est un homme de rien, Sinoué. C'est un homme de rien, mais qui néanmoins, à la force de son courage, etc., est devenu chef de la garde du fils de Pharaon et de l'épouse du fils de Pharaon. Il surprend une conversation, et là c'est un des premiers magnifiques moments, premier peut-être moment de la littérature mondiale, on ne saura jamais ce qu'il entend. C'est quelque chose d'absolument fascinant, c'est-à-dire que c'est pas qu'il manque quelque chose dans le texte, c'est que tout le texte est fondé sur le fait qu'il entend quelque chose, et que le lecteur ne saura jamais ce que c'est. Et donc il y a une incertitude qui a ouvert, mais déjà à l'époque pharaonique, mais encore aujourd'hui, à une foule d'interprétations. Qu'est-ce qu'il a entendu ? Est-ce qu'il a entendu la nouvelle, par exemple, et la nouvelle ne peut être entendue que par le fils de Pharaon parce qu'elle lui est adressée. Donc il serait mis à mort s'il avait entendu, par exemple, quelque chose qui ne lui était pas adressé. Est-ce qu'il a entendu que le fils de Pharaon, en fait, était complice du meurtre ? Est-ce qu'il a entendu... On ne sait pas. Il y a 1000 interprétations possibles, mais réellement 1000. Comme il entend ça, premier geste fondamental, vous voyez, comme Canguier, il fuit, il est lâche. On n'est plus du tout dans un récit héroïque, c'est pour ça que Sinoué est souvent qualifié de premier roman et tout. Ce personnage héroïque, etc., il fuit, il s'en va dans le désert, il quitte l'Égypte et il va vers les territoires de l'Est, qui représentent en fait la barbarie du point de vue civilisé égyptien de l'époque. Il va refaire sa vie, il va d'abord se mettre au service d'un grand roi, dans une peuplade du nord-est, à peu près à l'endroit de la Syrie actuelle, et de fil en aiguille, il va, d'une certaine manière, laver sa faute, en redevenant un homme courageux. Et au point qu'il devient riche, il lui est proposé d'épouser la fille du roi, et de devenir petit à petit l'héritier, donc à son tour, comme l'héritier de Pharaon, l'héritier du roi. Sauf qu'au moment où il peut hériter du roi de ce territoire lointain, un homme, qui est un bédouin, arrive dans sa tente, le provoque en duel, et il pourrait être pris de nouveau par sa lâcheté.
Sauf que cette fois, il passe la nuit à réfléchir, il ressort de cette nuit et il va tuer l'autre dans un combat très rapide avec une flèche sans utiliser son arc. Ce qui veut dire qu'il agit en fait comme un barbare. Il n'utilise pas la médiation de l'arc, il le tue directement avec la flèche. Ce faisant, il lave réellement son péché, sa faute, et il devient roi à la place du roi. Sauf qu'il a le mal du pays. Là, c'est les plus belles pages de Sinoué l'Égyptien. Il a peur de mourir en ne revenant pas au pays natal. Il a peur d'être oublié. Il a peur que son nom, dans sa langue, disparaisse. Et cette peur fait qu'il trouve le courage d'écrire à Pharaon, et Pharaon le pardonne. C'est la clémence de Pharaon. Et donc, il a le droit de revenir. Il revient mourir sur sa terre. Et la fin du roman est qu'il est enterré sous son nom, dans sa langue, dans sa terre natale. Ça, c'est Sinoué. Et Gilgamesh, que vous connaissez peut-être plus, je ne vais pas vous résumer. Mais je veux que nous gardions en tête ça pour nous représenter que, vous voyez, cette littérature tardive, qui arrive tardivement dans l'écriture, elle partage un certain nombre de traits. D'abord, elle est toujours attachée à une faiblesse humaine. Elle est, et c'est là l'erreur de Lukács, vous voyez, du récit lukácsien, c'est que d'emblée, c'est du roman, c'est pas de l'épopée. Les dieux, même quand ils sont présents, dans Gilgamesh, dans Sinoué, ils sont présents vaguement parce qu'ils sont invoqués. Dans le récit de Kangyé, on ne sait pas très bien si les divinités sont là. Les dieux sont déjà à l'arrière-fond du monde. Ce qui est à l'arrière-fond, c'est de la psychologie et de la sociologie, déjà, qui fait la force. C'est-à-dire que ce qui est décrit, ce sont des personnages qui sont situés par leur classe sociale. Aussi bien d'ailleurs Gilgamesh et Enkidu que Sinoué ou que Kangyé, qui sont situés socialement, qui ont une psychologie où ils sont pris entre un idéal, l'idéal du héros, et leur faiblesse. La lâcheté, la peur, le doute. Ce sont des personnages qui eux-mêmes se racontent des histoires. Sinoué se raconte des histoires sur ce qu'il a entendu, sur ce qu'il a vu. Gilgamesh n'arrête pas de se raconter des histoires. Kangyé se raconte des histoires aussi. Ce sont des vies incarnées, mais invisibles, décrites avec un nom, qui sont fabriquées et qui sont offerts à notre jugement. Dans tous les cas, Gilgamesh, qui est très mauvais souverain au début, il est quand même indiqué longuement au début qu'il viole toutes les jeunes filles de son royaume et qu'il tue tous les jeunes hommes de son royaume, il apprend à devenir un bon souverain petit à petit. Kangyé est un mauvais devin qui perd ce qui fait sa mission. Sinoué est un mauvais garde. Ils sont offerts à notre jugement et le récit est là tout entier pour que le lecteur vienne sauver quelque chose d'eux. Leur nom, quelque chose de la valeur de leur vie. On n'est plus du tout dans une écriture qui va, vous voyez, compter, contractualiser, essayer de deviner l'avenir, poser des questions aux dieux, ou faire des tableaux, classer les choses. Qu'est-ce qui les distingue? Alors j'aimerais finir sur deux choses qui me semblent les distinguer. En premier, ce qui les distingue, c'est qu'il y a des personnages. En fait, ce qui apparaît dans l'écriture, qui vient de cette puissance plus ancienne qu'on a trouvée dans l'orature, qui me semble-t-il vient d'une sorte de foi-fiction, qui s'exprime dans l'orature, dans les cultures orales, et qui va mettre du temps à réémerger dans l'écriture pour devenir la littérature, mais aussi, à mon sens, on le verra, pour aller produire des textes qui sont des textes religieux, c'est ce que je propose d'appeler une sorte d'hyper-agentivité. Si l'agentivité, c'est le fait de distribuer la capacité à être agent d'une action, à reconnaître le fait que tel ou tel être est agent de son action, je propose qu'on qualifie d'hyper-agentivité le fait de produire des personnages, c'est-à-dire de produire des agents, de fabriquer des intériorités dont on suppose qu'elles font des actes. Ce que je propose donc à la discussion de manière exploratoire, c'est qu'il me semble qu'il y a un lien, une analogie possible entre le fait théoriquement de concevoir des âmes et le fait de concevoir des personnages. Il y a le même type d'hyper-agentivité à l'œuvre qui consiste à fabriquer des intériorités. On pourrait même défendre, me semble-t-il, que tout romancier qui prête une intériorité à un personnage lui attribue par le langage une sorte d'esprit, procède ainsi à une sorte d'opération animiste. Alors, bien sûr, à ce degré de généralité, il faut être prudent, si on revient sur notre hypothèse Sartre-Mauriac, l'écrivain peut toujours tenter de ne rien projeter du tout dans l'esprit de son personnage. Je ne sais pas, on peut penser, voilà, au texte de Dashiell Hammett, je vous parlais du roman noir, le behaviorisme à la Hammett, ou à la Horace McCoy, mais aussi à Camus. Décrire seulement ce qui apparaît, des gestes, des mouvements, du comportement, ne rien inférer. Je ne suis pas censé déduire l'existence d'une âme, d'un sujet, parce que je décris un personnage de fiction. C'est l'équivalent de la boîte noire des théories comportementalistes. Pourtant, me semble-t-il, cette esthétique comportementaliste, elle repose en définitive sur une confusion. La question ne devrait pas être de savoir si le personnage a un esprit ou pas, mais s'il est un esprit ou pas, ce qui est légèrement différent.
Et je pense que Meursault ou que les personnages de Hamet sont aussi bien des esprits, de ce point de vue-là, ou des âmes, quoi qu'ils soient dotés ou non d'un esprit, d'une intériorité, d'une âme ou pas. En effet, me semble-t-il, le personnage de roman, le personnage de fiction, est toujours une personne qui est d'abord soustraite à la vue. Contrairement au personnage de la scène, de l'écran, c'est une identité invisible qui n'existe jamais que dans le langage. Même s'il est décrit de l'extérieur, il demeure une sorte de pur fantôme de ce point de vue-là. Il tient, c'est le deuxième point, je crois, à la présupposition que diverses occurrences de mots vont se rapporter à un seul et même sujet, c'est ça le principe de l'hyperagentivité. Pour construire un personnage, il faut au moins inférer qu'il est le même, il faut le réidentifier. Il faut donc que son nom, qu'un pronom, Gilgamesh, lui, etc., soit répété plusieurs fois pour désigner un agent identique. Le personnage a donc deux caractéristiques majeures. 1, il n'est pas visible, et 2, il est construit par des réidentifications successives, des imputations d'actions. On suppose de tout personnage que ses actions lui sont imputables, qu'il est le sujet persistant de ce qu'il fait. Cette simple présupposition le soustrait au règne des pures apparences, des phénomènes, et en fait une sorte de sujet, une sorte d'esprit. Je crois que le roman le plus behavioriste qui soit ne peut pas faire l'économie de cette sorte de croyance magique ou animiste, que le personnage qu'on ne voit jamais persiste de mot en mot, sous ses apparitions successives, comme un même esprit, une même âme, sous différents corps. Il y a un article célèbre dans la narratologie des années 70, un article de Colin Weston et Michael Radford, qui s'appelait « Comment pouvons-nous être émus par le sort d'Anna Karénine ?» Et ils insistaient beaucoup sur l'empathie et l'identification. Mais il me semble, au sortir de l'article, que l'identification qu'on peut avoir à un personnage n'est rien sans réidentification. Il faut bien s'assurer qu'un certain nombre d'apparences forment un seul et même être, faute de quoi Anna Karénine serait à chaque fois une autre Anna Karénine, différente, avec une identité séparée. Alors bien sûr, petit aparté, il me semble que si on dit que tout personnage suppose, même en un sens minimal, une identité, une réidentification, invisible, arrachée au sens de la vue, bien entendu, tout romancier peut jouer ensuite avec cette unification et cette réidentification en travaillant à sa dissémination. Quelques exemples extrêmes, dans Finnegan's Wake, Joyce joue beaucoup avec le fait que dès que vous avez les initiales ALP, c'est que vous avez Annalivia Plurabelle. Mais vous pouvez avoir 3 noms, parfois vous avez, je ne sais plus, abricot, libre, personne, à la suite. C'est l'indice du fait qu'il y a Annalivia Plurabelle. Elle tient simplement à une sorte d'acronyme. Néanmoins, elle est répétée. Vous pouvez avoir plusieurs hommes qui s'opposent, qui n'en forment qu'un. Je ne sais pas, l'aîné et le jeune dans le double de Dostoïevski, 2 font 1. Vous pouvez avoir plusieurs hommes, plusieurs femmes qui peuvent revêtir une seule identité à travers le temps. Orlando, de Virginia Woolf. Vous pouvez avoir, vous avez des romanciers contemporains, c'est des choses qui m'ont beaucoup intéressé, qui ont essayé de concevoir des personnages dont l'identité invisible se révélerait d'incarnation en incarnation. Peut-être que vous avez vu ou lu Cloud Atlas de David Mitchell. Vous avez l'idée que, repéré simplement par une tâche de naissance, parfois par le nom, vous avez des incarnations successives qui sont en quelque manière la même âme, le même personnage. C'est aussi le cas dans le Chronique des années sombres de Kim Stanley Robinson. Le personnage, c'est alors littéralement une identité invisible, un nominal, d'avatar en avatar, de corps en corps, d'époque en époque. Mettons donc qu'un personnage est l'unité sélective d'un ensemble d'apparitions, d'actions, de gestes, de sentiments. Qu'est-ce qui définit cette unité? Ce qui d'une personne peut être livré à un jugement. Tout personnage incarne une sorte d'unité morale d'une ou de plusieurs vies. Tout ce qu'il a fait, qui peut lui être imputé, qui a été sélectionné avec soin, qui peut lui être attribué. Pour cette raison, il me semble, donc premier point, que ce que nous entendons par personnage dans un roman, au fond, n'est pas très différent de ce que nous appelons, dans beaucoup de religions, une âme. C'est le principe même d'une personne, c'est la partie invisible qui autorise son identification et sa réidentification, et qui est susceptible d'être soumise à un jugement. Est-elle belle, vraie, bonne, juste, aimable? A-t-elle ou non raison d'agir, de vivre comme elle le fait? Et il me semble que pour de la littérature, il faut au moins des semblants de personnages. Donc il faut quand même des semblants d'âme. Deuxième point, ça sera mon dernier. Si le personnage est une sorte d'analogue de l'âme, il me semble qu'on peut concevoir la narration, dans toute fiction, comme une sorte d'analogue possible du salut. En un sens qui ne va pas être le sens fort de la théologie chrétienne, mais en un sens très large, d'une sorte de délivrance de quelque chose qui peut être le temps, l'oubli, la mort. Dans Sinoué, par exemple, lorsque le personnage de Sinoué est saisi par la peur de mourir loin de chez lui, il prie pour retrouver sa patrie. Que Dieu ait pitié de moi, peut-il entendre la prière de celui qui est loin? Que le roi ait pitié de moi. Puissais-je être mené vers la ville natale, échapper, être délivré de l'oubli et du néant? Il me semble, c'est le cas dans l'édition critique que je vous citais,
il y a un lien qui est fait par un certain nombre de chercheurs avec la crainte de Sinoué d'être oublié, de ne pas pouvoir être jugé, avec l'émergence de croyances religieuses au Moyen Empire, qui vont être l'émergence de croyances de jugement. Vous savez, vous avez sans doute des souvenirs peut-être d'égyptologie ou d'amour de l'Égypte enfantin. Lorsque Anubis pèse le cœur des hommes, hein, pour juger les âmes qui rentrent au royaume des morts, qu'est-ce qu'il pèse ? En fait, c'est au Moyen Empire que se forme cette croyance qui est que ce qu'il pèse, ce n'est pas une image d'une vie. Parce qu'on n'arrive pas à faire une image de quelqu'un. Comment faire une image de quelqu'un qui serait à la fois enfant, adulte, vieillard ? Comment arriver à faire une image ? Tout ce qu'il peut peser de quelqu'un, c'est le récit de sa vie. Et donc, ce qui est pesé dans la balance des morts, c'est le récit. C'est du récit. C'est le récit d'une vie. Et Sinoué est l'exemple d'un récit biographique, d'auto-justification, qui est livré au jugement des hommes comme un préalable avant le jugement des dieux, le jugement d'Anubis. Et on y reviendra peut-être dans la discussion, il me semble que c'est une hypothèse qui commence à ressortir chez un certain nombre notamment d'historiens des religions, l'idée que quand une religion commence à produire la catégorie du jugement des âmes, donc, un jugement d'âme ne peut pas se passer de récit. Parce que qu'est-ce qu'on juge de quelqu'un ? On juge le récit de sa vie. Une vie ne peut être sauvée ou condamnée simplement sur la foi d'une image instantanée. Ce qui est jugé, c'est ce qui d'une vie peut être raconté. Alors, risquons cette hypothèse. Peut-être que la nécessité d'ordonner les événements de la vie dans une histoire provient de la conception d'un jugement et a une origine conjointement narrative et religieuse. Pour que quelqu'un, un dieu ou un homme, exerce son jugement, il exige d'entendre une histoire. Et ce que nous recherchons aussi par conséquent dans chaque histoire, c'est aussi, me semble-t-il, un jugement possible sur la vie, sur ce qu'elle vaut. C'est la fabrication de quelque chose qui soit donné à pouvoir être jugé. Lorsqu'une religion réclame de la narration pour donner un contenu à l'âme, pour expliquer ce qui d'une âme peut être jugé, le récit de sa vie, eh bien, le récit, qui devient littéraire, a besoin du religieux pour donner une forme à ses personnages, le jugement sur leur vie. Peut-être n'y a-t-il pas d'espoir de salut sans une narration, peut-être n'y a-t-il pas de narration sans une sorte d'espoir de salut. Et on ne parle pas ici d'un salut grandiose, du jugement dernier, mais parfois d'un salut infime, un souvenir, un simple acquiescement, une brève approbation du souvenir des morts. Même, me semble-t-il, le plus insignifiant, le plus anecdotique, le plus frivole des récits littéraires, d'emblée, depuis Gilgamesh, depuis Sinoué, puis le récit de Canguier, recèle un souci secret du salut. On y scrute des âmes qui réclament un sens et une fin. Parfois un sens sans grande importance et une fin extrêmement modeste. Mais une sorte de sens et une sorte de fin tout de même. Peu importe qu'un roman soit matérialiste, mécréant, ironique, juste indifférent, il ne peut tout à fait s'empêcher de nous livrer le point de vue de ce qui demeure sur ce qui finit. Pour finir, tant que je finisse pour livrer à la discussion, j'aimerais essayer de rassembler tout ça dans une sorte de conclusion, une sorte de modèle que je voudrais livrer à la discussion. Pour essayer d'éclaircir dans tout ce trajet mes réflexions, je propose qu'on se représente à peu près la chose suivante. Il me semble qu'on peut se représenter une sorte de puissance commune, peut-être humaine ou peut-être humaine et partagée par d'autres espèces animales, qui serait une puissance commune de se raconter des histoires dans le temps. Il me semble qu'on peut se représenter un noyau de cette puissance qui serait, si j'essaye de la réduire à son minimum, une puissance de percevoir des possibilités et de traiter des possibilités comme du réel, au minimum. Une puissance de percevoir du possible et de traiter du possible comme du réel. Je propose qu'on appelle cette puissance fiction ou foi, ou fiction-foi ou foi-fiction. Peu importe, au fond. Il me semble qu'on peut ensuite se représenter quelque chose comme un tressage anthropologique entre la fiction qui a tendance à se dégager de la foi qui a tendance à se dégager de la fiction, qui traverse comme des sortes d'éléments, vous voyez, de milieux, des puissances historiques et anthropologiques, telles que l'oral, l'écrit, pour se délier et se relier. Et donc je vous propose un modèle qui sont une sorte de modèle de tresse. Disons, il me semble au minimum, si on essaye d'éclaircir les choses, j'aimerais bien me représenter quelque chose comme, disons que la fiction, c'est une foi qui se représente comme tournée vers le fait d'être faite, d'être fabriquée.
Disons que la foi, c'est une fiction qui se représente comme tournée vers le fait de ne pas être faite. Et disons qu'il s'agit de deux côtés, de deux aspects d'une même puissance anthropologique, peut-être plus large, foi-fiction, qui est cette capacité de percevoir des possibles et de les traiter comme du réel, et soit d'insister, vous voyez, d'orienter la foi-fiction vers le fait que c'est fait, c'est fabriqué. Et à ce moment-là, ça devient plutôt la fiction, ou d'insister sur le fait que ce n'est pas fait. C'est donné, c'est reçu. Et à ce moment-là, c'est plutôt de la foi. Il me semble aussi, deuxième point, que la foi n'épuise jamais la fiction, parce qu'elle se tresse à bien d'autres pratiques, bien d'autres puissances et rites. Il me semble aussi que la fiction n'épuise pas la foi, elle se tresse à bien d'autres pratiques, bien d'autres puissances. Peut-être pourrions-nous nous représenter foi et fiction comme deux orientations de la même puissance, de traiter du possible comme du réel. Ces deux orientations, elles se tressent et elles se détressent dans une forme, compris les cultures humaines, qui est l'orature. Elle prend alors la forme d'âme ou de personnage, et ou de personnage. Elle prend forme de narration et ou de recherche, de salut ou de délivrance. Dans l'orature, dans la culture orale, elle va se distribuer entre des formes plus contraintes qui vont aller vers des pratiques plus religieuses et des formes plus religieuses qui sont orientées par la récitation et qui peuvent aller vers la formule ou vers l'épique. Ou vers des formes qui sont plus narratives, qui vont s'orienter aussi vers la forme épique ou vers la formule, mais qui vont être des formes plus libres et des contenus plus libres. Que tout ça, en fait, est redistribué avec la production de formes impériales centralisées et la production d'une nouvelle puissance qui est la puissance d'écrire. Tout ça, vous voyez, cette tresse se reforme dans le milieu de l'écriture et va donner quelque chose qui va être, chez Goody, la religion, appuyée sur un texte, c'est-à-dire sur un ensemble de pratiques d'âme, en tout cas, d'hyper-agentivité qui attribue des âmes, qui produit aussi des agents invisibles, Dieu, etc., à travers des textes, dans le religieux, et à travers d'autres textes qui apparaissent plus tardivement, qui sont des textes littéraires, cette fois. La littérature s'y reformerait, apparaîtrait comme une contre-puissance, marquée par la puissance impériale de l'écriture, et se détresserait et se retresserait avec le religieux. Il me semble qu'on peut concevoir des sortes de puissances développées évolutivement dans l'évolution de l'espèce humaine, qui est une puissance de percevoir du possible, de le traiter comme réel, qui prend alternativement forme de fiction et de foi qui se tressent dans la narration, dans la formule, dans le rituel. Voilà donc pour finir une sorte de modèle tel que j'essaie de me le représenter pour mettre, j'espère, un petit peu de clarté dans ma confusion quant au rapport entre l'écriture, la littérature, la fiction et le religieux. Si on se représente comme hypothèse de la foi-fiction ou de la fiction-foi, comme un élément non pas original, mais comme une formation anthropologique qui se développe dans les cultures humaines, la capacité à percevoir du possible, à traiter le possible comme du réel, on peut le voir à la fois se tresser et se détresser dans l'orature, dans les cultures orales, s'oraliser, se distinguer entre narration et récitation, pour s'organiser différemment, de manière plus rituelle et plus religieuse, ou de manière plus, peut-être à la fois plus oraculaire et plus pré-littéraire, puis passer à travers dans l'élément de l'écriture, et se réorganiser en foi religieuse et fiction littéraire. Et à ce moment-là, il me semble qu'on peut se représenter que ces rapports se renégocient à chaque fois, suivant les techniques, suivant l'époque, suivant les puissances humaines, et que se tressent et se détressent âme, personnage, ces sortes d'hyper-agents, le jugement, la délivrance, le salut, et qu'on peut peut-être se représenter qu'il n'y aurait pas quelque chose comme une origine religieuse du récit, ou une origine narrative du religieux, mais un tressage et un détressage au travers, vous voyez, de milieux, de puissances humaines qu'on peut tout à fait situer matériellement à des époques, dans des contextes, des cités-États, des empires, avec des techniques différentes, des techniques d'orature, des techniques écrites, des formes d'écriture différentes, avec des classes sociales distinctes, des mandarins, des lettrés, des gens qui possèdent la littératie ou pas, et se représenter ainsi comme
un permanent tressage et détressage, le rapport entre foi et fiction. Et je vais m'arrêter là pour qu'on puisse discuter de ce modèle totalement exploratoire. Je vous remercie.